Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Matins du Sénat. Aujourd'hui, nous vous proposons de revivre les moments forts du projet de loi climat-énergie, adopté après modification par le Sénat. Ce texte, initié par Nicolas Hulot, puis porté par François de Rugy, a finalement été défendu à la Chambre haute par Elisabeth Borne, la nouvelle ministre de la Transition énergétique. D'ailleurs, François de Rugy a démissionné 2 heures avant le début de l'examen de ce texte. Cette loi vise à donner une trajectoire énergétique de la France pour les prochaines décennies, avec comme ambition la neutralité carbone d'ici 2050. Il a aussi été question de la rénovation des passoires thermiques ou encore de la régulation des tarifs de l'électricité. C'est la discussion sur ce sujet que nous vous proposons de revivre aujourd'hui, direction l'hémicycle. À l'article 3 quater, je suis saisi de l'amendement 234 du gouvernement. Amendement de suppression, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. L'article L442-3 du Code de la construction et de l'habitation prévoit déjà qu'une contribution pour le partage des économies de charges ne peut être exigible qu'à la condition qu'un ensemble de travaux ait été réalisé ou que le logement atteigne un niveau minimal de performance énergétique. Le seuil de performance énergétique défini par l'arrêté du 29 novembre 2009 relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur social est déjà plus ambitieux que le seuil de 331 kWh par mètre carré et par an défini à l'article 3 quater. Donc cet article, finalement, constituerait une régression au regard du droit existant. C'est pour ça que le gouvernement propose la suppression de cet article. Merci, Madame la ministre. Quel est l'avis de la commission ? Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, toujours avec les conséquences d'hier, l'argumentation du gouvernement est surprenante, car elle s'applique de la même manière à la contribution des locataires suite à des travaux d'économie d'énergie dans le parc privé, qui est visé par l'article 3 ter et que le gouvernement a approuvé à l'Assemblée nationale et à l'instant devant nous à l'Assemblée. La Commission a ajouté cet article 3 quater pour maintenir le parallélisme des deux dispositifs dans le parc privé et dans le parc social. Dès lors, dans un esprit constructif, elle acceptait les dispositifs de conditionnement de révision des loyers et une performance énergétique. Il était indispensable de l'étendre au parc social. Dans celui-ci, l'impact de l'article sera limité puisque l'USH, seuls 5% des logements sont concernés. Donc c'est un avis défavorable. Si, Monsieur le rapporteur, je mets aux voix l'amendement 234 du gouvernement, avis défavorable de la commission, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il n'est pas adopté. Nous passons à l'amendement 94 rectifié. Monsieur Dantec. Oui, c'est toujours les mêmes amendements. La date de 2033, en termes de procrastination, est effectivement une date assez redoutable. Donc je propose de revenir à 2028. Je vous remercie. Quel est l'avis de la commission ? Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, l'article 3 quater étant aux bailleurs sociaux les dispositifs de l'article 3 ter et donc applique la même date. Donc c'est un avis défavorable. Je vous remercie. Madame la ministre, même avis défavorable. Je mets aux voix l'amendement 94 rectifié, 2 avis défavorables. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il n'est pas adopté. Monsieur Dantec, c'est à vous aussi pour le 95 rectifié. Oui, il s'agit de remettre 2021 au lieu de 2024 pour que, quand dans 5 ans, nous allons avoir le même débat sur la PPE suivante, nous n'ayons pas juste démontré que nous n'avions rien fait dans le temps de cette PPE. Si, chers collègues, monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président. Là, je vais être encore plus bref. On veut garder le parallélisme, donc c'est un avis défavorable puisqu'on souhaite garder le parallélisme des deux dispositifs et de retenir la même date d'entrée en vigueur. Donc un avis défavorable. Merci. Même avis, Madame la Ministre. Même avis défavorable. Je mets aux voix l'amendement 95 rectifié. 2 avis défavorables. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 3 quater. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. À l'article 3 quinquies, je suis saisi d'un amendement et d'un sous-amendement.
L'amendement 235, tout d'abord, du gouvernement. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. L'amendement propose de conserver l'évaluation des quantités d'énergie effectivement consommées ou estimées en énergie primaire et finale, qui figure déjà dans les DPE délivrés au vu de la réglementation en vigueur, mais de supprimer la double étiquette en énergie primaire et finale pour la classification du bâtiment en fonction des valeurs de référence, donc les étiquettes A à G, ainsi que la mention des dépenses d'énergie réelles du dernier occupant. Une double étiquette sur la consommation en énergie du bien, en énergie primaire et en énergie finale risquerait en effet de créer beaucoup de confusion chez les particuliers. Pour un DPE d'un logement chauffé au gaz, les deux étiquettes seraient identiques, contrairement à l'électricité où elles seraient très différentes, sans que l'explication de cet écart soit directement compréhensible pour le ménage. Pour les dépenses réelles d'énergie, il sera souvent très difficile pour le bailleur d'obtenir des informations de la part du locataire, ce qui rendrait l'obligation impossible à respecter. En outre, les dépenses réelles sont non seulement liées à la performance du bâti, mais peuvent aussi dépendre du comportement des occupants. Voilà, donc c'est le sens de cet amendement. Merci, Madame la ministre. Le 483, Monsieur le rapporteur, et en même temps l'avis pour celui du gouvernement, s'il vous plaît. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, effectivement, je vous propose de donner l'avis en même temps que la présentation du sous-amendement qui tend, avec l'argument sur la complexification liée à la présence des deux étiquettes énergie sur le DPE. De même, il est vrai que l'affichage des dépenses réelles pose des difficultés d'application pratique et dépend effectivement des habitudes de consommation ou de composition du foyer. Et donc, le sous-amendement, en revanche, propose à la Commission que le DPE doit être le support d'information pour la présentation des montants des dépenses théoriques, qui est par ailleurs prévu par le gouvernement lui-même à l'article 3 septies dans les annonces de vente ou de location. Donc c'est l'objet de ce sous-amendement et c'est un avis favorable si, bien sûr, le sous-amendement est accepté par le gouvernement. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la ministre, favorable au sous-amendement. Madame Lienemann, pour explication de vote. Nous voterons cet amendement, mais j'avais insisté hier sur la complexité du calcul du DPE. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le ministère du Logement travaille sur une modification des DPE en essayant de modifier le coefficient pris en compte d'un côté pour le gaz, de l'autre pour l'électricité. Autant dans le neuf, il me paraît normal que l'électricité puisse être à nouveau privilégiée parce qu'on sait maintenant qu'il consomme beaucoup moins de choses, donc l'électricité est bien adaptée et par ailleurs ça fait une économie de charge puisqu'au lieu de payer 2 abonnements de compteur, vous n'en payez qu'un. En revanche, pour l'ancien, vous risquez d'avoir, avec ce changement de coefficient, des actuels logements considérés comme F parce qu'ils sont avec l'électricité, qui vont passer en catégorie non passoire thermique. Et de l'autre côté, ceux qui sont aujourd'hui en électricité passoire thermique vont en être exonérés. C'est très important parce que c'est l'équilibre des filières de production qui sont en compte. Donc moi, je vous demande, Madame la Ministre, de bien veiller à ce que, pour l'ancien, on ne se retrouve pas avec des logements qui passent de l'un à l'autre de manière inconsidérée et que par ailleurs le tout électrique ne me paraît pas non plus dans la longue durée la bonne solution, d'autant que la filière gaz n'est pas qu'en énergie, si on injecte du gaz vert, n'est pas qu'en énergie fossile. Donc en tout cas ce sujet est très sensible, notamment pour le parc social, mais surtout pour la lisibilité de nos concitoyens. Je pense qu'il faut qu'on des coefficients avec des phases de transition. Merci, chers collègues. Je mets d'abord aux voix le sous-amendement de la Commission avec avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et ensuite, l'amendement du gouvernement avec l'avis favorable de la Commission. Même vote. Même vote. Il est adopté. Et l'article 3 quinquies est ainsi rédigé. Après l'article 3 quinquies, je suis saisi de l'amendement 364 rectifié. Monsieur Roux.
Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. Cette année, pour la première fois, les épreuves du brevet du collège ont été reportées pour cause d'épisodes caniculaires sévères. La canicule et plus encore l'inadaptation des bâtiments et bâtiments scolaires ont eu des conséquences sur l'ensemble du territoire et pour des secteurs économiques différents. Pour prévoir ces épisodes amenés à durer, le bâti devra lui aussi faire preuve d'adaptation et de résilience. C'est ce que nous proposons à travers cet amendement. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la commission? Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, je vais faire la même réponse qu'hier, parce qu'effectivement, c'est un vrai sujet. Mais notre problème, c'est pour ça qu'on considère qu'il est prématuré de l'intégrer au Code de la construction et de l'habitation, c'est que la définition du confort thermique, aujourd'hui, n'existe pas juridiquement. Donc, il faudrait la consolider. Je ne dis pas que le point que vous soulevez n'a pas d'intérêt, mais il est prématuré de le faire à cet instant. Donc, c'est un avis défavorable, mais tout l'intérêt quand même de la question que vous posez. Merci, Monsieur le rapporteur. Quel est l'avis du Gouvernement? Merci, Monsieur le Président. Donc, je mesure que nous n'avons peut-être pas suffisamment travaillé avec le rapporteur parce que nous sommes en train d'y travailler, notamment dans la perspective de la réglementation thermique qui prendra la suite de la RT 2012. Donc, le Gouvernement est favorable à cet amendement. Madame la Ministre, je mets aux voix l'amendement 364 rectifié. Avis défavorable de la Commission, avis favorable du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. À l'article 3 septies, je suis saisi d'un certain nombre de demandes de parole. Tout d'abord, Jean-François Husson. Notre collègue Jean-François Husson n'est plus là. Roland Courteau, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Oui, je ne suis pas convaincu du tout par cet article 3 septies et par la stratégie qui nous est proposée. Elle reporte en effet l'obligation de travaux à des échéances trop lointaines en multipliant de surcroît les exceptions. On nous dit, et c'est la vérité, qu'il y a urgence climatique. Et dans le même temps, on repousse les échéances à 2028, voire pour certains immeubles à 2033. En fait, l'urgence climatique est repoussée à plus tard, voire à très tard. Ce qui me conduit une fois de plus à regretter que notre amendement, qui visait à demander à l'État de lever un grand emprunt, se soit vu opposer l'article 40. Dommage par ailleurs que l'on n'ait pas proposé un plan d'envergure qui permette d'agir vite, fort et plus massivement. Cela aurait évité que ce texte soit qualifié d'occasion manquée. Et pourtant, l'intérêt d'un tel plan est quadruple, voire quintuple. Économie d'énergie et lutte contre la précarité énergétique. Réduction de la facture énergétique de la France, qui se chiffre en milliards, en dizaines de milliards. Réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est bon pour la planète. Et enfin, un accroissement de l'activité du secteur du bâtiment et donc un gisement d'emplois. Et puis, comment oublier certains engagements lors de la campagne présidentielle, selon lesquels un fonds public de financement sera créé pour la rénovation thermique des logements, tandis que l'on promettait également de rénover thermiquement 50% des passoires énergétiques en 2022. 2022, pas 2028 ni 2033. Alors je pose la question, la cohérence entre les engagements et les actes, visiblement, ne semble pas nous avoir sauté aux yeux. Et au cas où, je le rappelle, il y a 8 millions de logements passoires habités par des gens des conditions modestes. Cela mériterait, je crois, des mesures qui soient à la hauteur du problème. Certaines autres mesures, je le reconnais, qui nous sont proposées sont intéressantes, certes, mais ne sont pas à la hauteur de la situation et ne permettront pas, à court et moyen terme, de rénover les fameux 500 000 logements par an, un objectif d'ailleurs que jamais nous n'avons atteint. Merci, chers collègues. Monsieur Canvet. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, puisque cet article évoque la performance énergétique et l'information des bailleurs. Il me faut vous dire que sur le terrain, très concrètement, beaucoup de nos concitoyens sont aujourd'hui submergés par des tas d'appels téléphoniques, plusieurs fois par jour, pour proposer l'isolation pour quasiment rien des maisons. L'isolation à 1 € des maisons. Il y a des gens qui, me dit-on,
reçoivent 5 à 10 appels par jour. C'est tout à fait conséquent et donc une démarche proactive extrêmement forte d'un certain nombre d'opérateurs. Et puis, samedi dernier, je rencontrais des gens qui me disent ma voisine a fait l'isolation de ma maison pour sa maison pour 1 €. Ça a été fait par des Moldaves. Et puis, je me suis dit, ça ne coûte rien, donc je vais le faire aussi. Simplement, ça n'a concerné que le sous-sol parce que, au-delà, il y a des conditions de ressources et donc c'est pas acceptable. Et la personne qui me le disait, donc, a fait faire les travaux il y a 15 jours. Donc, il y a 2 Ukrainiens qui sont venus chez elle, chez la personne, pour faire l'isolation du sous-sol. Un était étudiant en architecture, l'autre étudiant dans des études d'avocat. Ils logeaient à 150 km de là. Ils sont venus, ils ont fait l'aménagement du sous-sol, donc l'isolation, et sont repartis faire un autre chantier à 100 km plus loin. Donc je présume que pour un coût extrêmement élevé, pour les certificats d'énergie, un coût modeste pour le propriétaire des locaux, eh bien, l'isolation du sous-sol a été faite, on ne s'est pas préoccupé du reste de la maison. L'inquiétude que l'on peut avoir quand on voit qui réalise les travaux, c'est de savoir si à l'automne, il n'y aura pas des problèmes, parce que le fait d'isoler le sous-sol sans se préoccuper de savoir s'il y a des bouches d'aération ou tout autre système d'évacuation risque d'entraîner des difficultés pour les gens à l'automne. Donc je voulais appeler l'attention du gouvernement sur ce que l'on observe actuellement sur le terrain et qui pose véritablement problème à beaucoup de nos concitoyens. Merci, cher collègue. Madame Lienemann. Cet article a une vertu, c'est de dire on va obliger à une certaine date de ne plus avoir de logement qui dépasse les 330 kWh par mètre carré. Cette vertu, elle est bien, sauf que les délais et les dérogations, les délais trop longs, les dérogations trop vastes. Parce que justement, le problème des dérogations qui nous ont proposées là sont justement les endroits où il y a le plus de fragilité thermique. Les OPH, les renouvellements de centre-ville, etc. Et donc, dans cet endroit-là, il me semble au contraire qu'il faut ne pas mettre ces dérogations sauf le cas architectural, alors j'ai expliqué Chenonceau ou autre, mais globalement, de toute façon, il n'est pas mis en location. Mais indépendamment de ça, il peut y avoir des dérogations architecturales. En revanche, les OPH, les coprodégradés, là, le sujet, il n'est pas l'infaisabilité des choses, mais les exigences financières pour les réaliser. Non seulement les exigences financières, mais les exigences d'ingénierie. Moi, je crois, j'en ai parlé hier, il faut qu'on mette un système qui permette de mettre dans les copropriétés un portage collectif de la remise en état des passoires thermiques, étalé comme on le fait pour les OFS pour le foncier, avec des prêts très longue durée de la Caisse des dépôts et consignations. Au passage, le livret A n'est pas complètement mobilisé et on a des marges de manœuvre qui permettent, par la durée de la remboursement, rendre facile la décision en copropriété et la réalisation des travaux. Je donne cet exemple pour dire que dans le cadre de cette loi, nous souhaitons que l'objectif de 330 kWh soit avancé, que les dérogations soient limitées et qu'ensuite, comme le disait M. Grémillet, on se mette dans une situation au moment de la loi de finances de répondre avec les financements dans la durée pour atteindre ces objectifs. Merci, cher collègue. Monsieur Dantec. Oui, on est évidemment au cœur du sujet. C'est extrêmement décevant tel que marqué le dispositif. On pourrait reprendre chaque alinéa, mais de ce qu'on comprend, c'est qu'il faudrait, il n'y a qu'à Faucon, qu'en 2028, et là qu'on se laisse 10 ans, là par contre c'est effectivement le délai logique, qu'on n'excède plus le seuil de 330. Mais si on regarde l'alinéa 15, on se dit, mais en fait, ça veut juste dire qu'au 1er janvier 2008, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont la consommation énergétique excéderait encore ce seuil, le non-respect de l'obligation définie au 1 est mentionné dans les publicités relatives. C'est-à-dire, donc, ça veut dire qu'on a dit en 2028, le 330, c'est fini, mais si vous ne l'avez pas fait, on le dira quand vous vendrez en 2028. Très honnêtement,
On fait parfois des lois bavardes et des lois peu efficaces, mais enfin là, quand même, cet article, c'est un peu le pompon. Autre élément extrêmement questionnant, c'est quand même l'alinéa 6. Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux pour satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien. Donc là, dans ce cas-là, ça ne s'applique pas. Ça veut dire quoi, disproportionné ? Là, je pense qu'il aurait fallu quand même que l'État soit beaucoup plus précis et qu'on ait cette discussion financière. L'argent aujourd'hui n'est pas cher. La BCE a beaucoup d'argent. On pourrait même peut-être avoir des taux négatifs quelque part, qui fait que dans tous les cas, on serait gagnant, même sur des prêts de très long terme. Donc l'ingénierie financière, je rejoins évidemment ce qu'a dit Marie-Noëlle Lienemann, est au cœur du sujet, mais tout ça n'est pas traité dans cet article clé. Donc c'est un article de bonnes intentions, dont la seule finalité coercitive, c'est de dire en 2028, si vous ne l'avez pas fait, on le dira. Merci, chers collègues. Je suis à présent saisi de 7 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Nous allons commencer par le 31 rectifié bis de Madame Coste. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, le secteur du bâtiment représente 45% de la consommation d'énergie et 20% des émissions des gaz à effet de serre. Avec 7,4 millions de passoires énergétiques dans notre pays, il est évident que la rénovation énergétique constitue la condition sine qua non pour atteindre nos objectifs en la matière, ainsi que l'espoir d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Or, le projet de loi se contente de consacrer l'obligation pour les bâtiments à usage d'habitation de ne pas excéder le seuil de 330 kWh par mètre carré et par an de consommation d'énergie primaire, soit les classes F et G en 2028. Il ne prévoit aucune sanction. Qu'il faille inciter les propriétaires plutôt que les contraindre, nous le concevons. Ce sera le cas, d'après le gouvernement, dans le cadre du projet de loi de finances. Nous proposons d'ailleurs d'avancer l'entrée en vigueur des mesures incitatives, mention de l'obligation de performance énergétique dans les annonces immobilières, les actes de vente et les baux. En effet, il convient d'informer nos concitoyens dans les meilleurs délais. Mais l'incitation ne sera pas suffisante, notamment lorsque le propriétaire n'est pas l'occupant, puisqu'il ne règle pas la facture d'énergie pour son bien énergivore à la fin du mois. Ce sont donc les locataires qui sont financièrement pénalisés et qui continuent d'avoir froid l'hiver et chaud en été. Le présent amendement vise à accélérer le rythme de réhabilitation des passoires énergétiques dans le marché locatif de manière progressive et raisonnable. En 2022, fin de l'allocation des biens immobiliers classés G. Nous aurons au moins un objectif atteint à la fin du quinquennat, car il est bien trop facile de fixer des objectifs pour le prochain, de la même manière qu'il est bien trop facile de laisser les générations futures régler l'urgence climatique. En 2028, fin de l'allocation des biens classés F. Si à cette date, le marché locatif ne propose plus de passoires énergétiques, nous aurons au moins avancé sur ce point. Par contre, si à cette date, nous continuons à avoir des passoires énergétiques en location, cela voudra dire que nos concitoyens vivront encore dans un logement complètement inadapté aux défis du dérèglement climatique. Mes chers collègues, le dispositif proposé n'inclut ni les biens pour lesquels le propriétaire est occupant, ni les biens vendus. Il fixe ainsi un calendrier réaliste, certes moins ambitieux que le programme du président de la République, alors candidat. Rénovation de la moitié des logements passoires dès 2022 et interdiction de la location des passoires énergétiques à compter de 2025. Un fonds public était prévu pour prendre intégralement en charge les travaux des propriétaires les plus précaires. Le présent amendement propose donc une trajectoire à minima pour enclencher une dynamique aujourd'hui au point mort. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Le 301 rectifié, Madame Préville, qui est identique. Il est identique, effectivement. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Je commencerai par rappeler que dans notre pays, on compte encore 7,4 millions de passoires énergétiques, c'est-à-dire des logements classés F et G, alors que le secteur du bâtiment représente 45% de la consommation de l'énergie et 20% des émissions de gaz à effet de serre. La rénovation énergétique constitue donc l'un des principaux leviers de la transition écologique et de l'atteinte des objectifs ambitieux que le projet de loi entend fixer. Le rapport du Haut Conseil pour le climat, intitulé « Agir en cohérence avec les ambitions », a relevé que, pour les bâtiments, les évolutions structurelles sont trop lentes par rapport à la trajectoire permettant d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Le présent amendement vise à accélérer le rythme de la réhabilitation des passoires énergétiques et n'oublions pas que c'est une nécessité.
je le rappelle, pour nos concitoyens aux revenus modestes qui sont locataires dans des passoires énergétiques. Il instaure un objectif intermédiaire, la fin de la location des biens immobiliers classés G en 2022. Et je rappelle qu'il affirme clairement l'interdiction de la location de l'ensemble des passoires énergétiques en 2028. Cela ne signifie pas que la fin de ces dernières, puisque le dispositif n'inclut ni les biens pour lesquels le propriétaire est occupant, ni les biens vendus. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Le 394 rectifié bis est également identique. Monsieur Decool. Oui, cet amendement de Jérôme Bignon est identique. Il est donc défendu. Je vous remercie. Nous passons à 3 autres amendements identiques des mêmes auteurs, des amendements de repli. Monsieur Gold. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Il s'agit d'un amendement de repli donc, par rapport au précédent, en limitant le dispositif aux zones tendues dans lesquelles les propriétaires perçoivent des loyers suffisamment élevés pour faire face aux travaux de rénovation. Je vous remercie. Madame Préville. Merci Monsieur le Président. Il s'agit du même amendement de repli. Merci. Le 302 rectifié et dernier amendement identique de repli, le 395 rectifié bis. Monsieur Decool, vous l'avez défendu. Je vous remercie. Enfin, dans cette liste d'amendements faisant l'objet d'une discussion commune, le 150 de Madame Préville. Il est défendu. Vous remplacez 2023 par 2022. Merci Monsieur le Président. L'urgence climatique et écologique a été inscrite dans ce texte. Celle-ci doit se traduire par des dispositions entrant en vigueur pendant ce quinquennat. Par ailleurs, avancer d'une année l'obligation d'affichage de la non-conformité future des passoires énergétiques sera un signal permettant aux propriétaires d'anticiper bien avant 2028 les travaux à réaliser. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur ? Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Sur l'amendement 31 rectifié bis, 301 rectifié, 394 rectifié bis, en faisant toujours abstraction du vote hier, la Commission est contre l'interdiction de la mise en location des logements classés G en 2022, car il n'y a pas de solution alternative et il est probable qu'il ne soit pas possible de les rénover dans ces délais. Ce que je vous propose, c'est vraiment d'être ambitieux, d'être réaliste, et la démarche proposée par le gouvernement, Madame la Ministre, dans cet article 7 l'est, et on approuve cette démarche, pédagogie, information, dissuasion et obligation. Et je serais tenté de dire, j'ai bien entendu ce qui a été évoqué par nos collègues tout à l'heure, aujourd'hui la sanction l'est déjà, puisque le fait que l'on ait introduit l'audit, un propriétaire qui veut vendre son logement dont l'audit est négatif, il ne pourra pas vendre le logement au prix qu'il pouvait imaginer. Il y aura automatiquement une sanction. Soit il fait les travaux, soit il y a une baisse des prix. Concernant, donc ce sont des avis défavorables. Les amendements 32 rectifié bis, 302 rectifié, 395 rectifié bis, là aussi ce sont des amendements de repli, même avis, ce sont des avis défavorables. En plus, en zone tendue, les alternatives sont encore moins nombreuses. Concernant l'amendement 150 de Mme Préville, actuellement, l'article 3 septies prévoit de renforcer l'information dès 2022 en rendant obligatoire l'audit énergétique pour les logements classés F et G et en complétant les DPE au profit des acquéreurs et des locataires. Renforcer cette information en avançant l'obligation d'afficher la non-conformité de la norme future, à mon sens, en tant que rapporteur, et la Commission l'a validé, considère que c'est une bonne idée. Donc c'est un avis favorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Quel est l'avis du gouvernement ? Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc on reprend les débats. Enfin, c'est les mêmes enjeux que ceux que nous avons débattus sur ce sujet. Le gouvernement partage l'objectif de fin des passoires énergétiques et de leur rénovation au plus vite, dans une logique aussi bien écologique que sociale. Pour autant, une mesure d'interdiction des logements G dès 2022 apparaît trop brutale, tant que toutes les garanties n'ont pas été mises en œuvre d'atteinte de l'objectif visé. Et donc le gouvernement soutient le principe d'une forme d'interdiction pour les logements les plus énergivores au sein de la classe G à travers des critères de décence. Pour le reste des logements F et G, il semble préférable de travailler à la mise en place
de dispositifs opérationnels contribuant ou incitant à la rénovation des passoires énergétiques, plutôt que l'inscription d'une date butoir dans la loi. Donc c'est la position du Gouvernement sur les amendements 31, 301, 394, 32, 302 et 395. Sur l'amendement numéro 150, moi je comprends bien la préoccupation, mais il y a un équilibre délicat qui a été construit lors de l'examen à l'Assemblée nationale que nous ne souhaitons pas bouger. Donc retrait ou sinon avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Je vais mettre aux voix ces amendements. Les trois premiers identiques, 31 rectifié bis, 301 et 394. Deux avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils ne sont pas adoptés. Les trois suivants identiques également, deux avis défavorables, même vote. Même vote. Ils ne sont pas adoptés. Le 150, il y a eu une demande de retrait. Madame Préville ne voulant pas le retirer manifestement. Je le mets aux voix. Deux avis défavorables. Qui est pour? Pardon, excusez-moi. Un avis favorable de la commission, pardon. Un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Excusez-moi. Nous passons à présent à l'amendement 236 rectifié du gouvernement. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Le présent amendement cible le champ d'application des dispositions sur l'affichage des charges dues à la consommation énergétique sur les biens immobiliers résidentiels, prévoit que l'audit énergétique intègre un scénario permettant de sortir des classes F et G, clarifie l'application aux plateformes numériques, permet de tenir compte des incertitudes sur le calcul des dépenses, supprime la mention des dépenses réelles du dernier occupant et instaure une sanction administrative pour les manquements à l'obligation de mentionner le classement du bien. Je vous remercie. Quel est l'avis de la commission? Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, par cet amendement, le gouvernement corrige la rédaction qu'il avait proposée à l'Assemblée nationale en plusieurs points. Il précise le contenu de l'audit énergétique en retenant non plus un haut niveau de performance énergétique, mais le fait d'atteindre l'étiquette E, en prévoyant la présentation de travaux avec un coût chiffré, en supprimant l'obligation de simulation qui figurera dans l'arrêté. Il supprime les mentions de dépenses énergétiques réelles et il crée une sanction administrative. Et la Commission a approuvé l'ensemble de ces évolutions. C'est un avis favorable. Merci, monsieur le rapporteur. Je mets aux voix l'amendement 236 rectifié du gouvernement. Avis favorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je suis à présent saisi de 6 amendements identiques. D'abord le 12 rectifié bis. Monsieur Longeau. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet article fixe une norme de performance énergétique minimale des logements et des nouvelles obligations d'information des bailleurs et des locataires pour atteindre cet objectif. Il crée une norme maximale de consommation énergétique des bâtiments à usage d'habitation applicable à partir du 1er janvier 2028. Des mesures coercitives pouvant être prises en 2023 lors de l'examen de la loi quinquennale prévue à l'article 1er bis A. Toutefois, alors que le secteur du bâtiment représente 45% des consommations énergétiques françaises et 25% des émissions de gaz à effet de serre, j'ai tendance à penser qu'une obligation de rénovation des passoires thermiques dépourvue de sanctions n'est qu'un vœu pieux, ne garantissant aucunement une réelle application de celle-ci. C'est pour cela que l'amendement que je vous présente vise donc à préciser que ces sanctions seront définies par décret afin de s'assurer qu'elles soient à minima définies au cours du présent quinquennat. Je vous en remercie. Merci, chers collègues. Le 77 rectifié de M. Piednoir est identique. Merci, Monsieur le Président. C'est effectivement un amendement identique. Je reprends évidemment les arguments de mon collègue. Je voudrais simplement préciser à Madame la Ministre qu'on a beaucoup parlé de dates, d'échéances lointaines, de procrastination aussi. Fixer à 2028 une mesure de rénovation comme c'est évoqué dans cet article, pourquoi pas? Enfin, on voit bien qu'on repousse à plus tard. On nous dit aussi que des sanctions seront définies dans une future loi de programmation énergétique prévue pour 2023. Il n'a échappé à personne que 2023, c'était juste après 2022, n'est-ce pas? Donc dans une future législature.
ça crée vraiment une incertitude. Je voudrais dire que simplement quand le gouvernement met en place des mesures, des changements, par exemple, je ne sais pas, le 80 km/h sur nos routes, bien, il prévoit dans le même temps d'ajuster les radars qui mesurent cette vitesse sur les routes avec des sanctions qui sont claires et un contrevenant de cette limitation de vitesse, c'est exactement à quoi il s'attend, à quoi il s'expose, tant en termes d'amende que de retrait de points. Je ne vois pas pourquoi on ne fixerait pas les choses une bonne fois pour toutes sur les sanctions, ou en tout cas les mesures que doit prendre un propriétaire s'il ne se plie pas à ces mesures. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur Courteau pour le 110. On va le dire et le dire encore et le répéter, le secteur du bâtiment représente 45% de la consommation d'énergie en France et un quart, et même 26%, des émissions de gaz à effet de serre. Et on va le dire et encore le répéter, le parc immobilier français comporte 7 à 8 millions de passoires thermiques. Et le gouvernement nous indique que les sanctions du non-respect des mesures visant à lutter contre les logements dits passoires thermiques que nous allons voter aujourd'hui seront définies dans le cadre de la future loi de programmation énergétique prévue effectivement pour 2023, oui, effectivement, au lendemain de 2022. Et donc, lors de la prochaine législature. Or, considérant que cela n'a pas de sens, notre amendement propose de préciser dès à présent que les sanctions seront définies par décret. Merci, chers collègues. Monsieur Gontard, pour le suivant, le 274. Oui, merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas rappeler tout ce qui a été dit. Le secteur du bâtiment pèse 10% de notre produit intérieur brut et génère plus d'1 million d'emplois et doit effectivement s'inscrire dans une dynamique de développement durable, y compris sur le plan économique. Réglementer et transformer les pratiques locatives, c'est envoyer un signal fort aux 390 000 entreprises françaises du bâtiment afin d'encourager l'innovation en faveur de matériaux et solutions constructives. Et c'est redynamiser la filière pour rénover mieux. Sur le plan social, c'est sortir 5,1 millions de ménages du froid et de charges locatives insoutenables. Sur le plan environnemental, c'est acter l'urgence climatique en s'attaquant au secteur des plus énergivores. Certes, chacun ici rappelle qu'il faut instaurer une obligation de rénovation des passoires thermiques, que celle-ci constitue une aberration et chacun brandit son triptyque, incitation, obligation, contrainte. Mais dès qu'il s'agit de l'appliquer effectivement, il n'y a plus de véritable solution et la définition d'une sanction est reportée à 2018, ce qui rend dubitable l'optique que ces rénovations puissent effectivement voir le jour. Pour notre part, nous souhaitons réaffirmer l'urgence à laquelle nous sommes confrontés et les risques de non-aboutissement que suggère le report à une prochaine mandature. Par cet amendement, nous entendons donc sécuriser le principe de sanction en veillant à ce que leur définition ait lieu durant ce quinquennat. Merci. Merci, chers collègues. Et le 319 rectifié, Monsieur Dantec. Oui, j'ai l'impression que cet amendement est assez consensuel sur quasiment tous nos bancs. Et je regrette vraiment l'avis défavorable actuel du rapporteur. Je crois qu'on a dit qu'effectivement, nous cherchions un compromis entre nous pour augmenter l'ambition de cette loi qui aujourd'hui n'est totalement pas efficiente, nous le savons tous, sur la rénovation du bâti. Donc, mettre au moins dans la loi que l'État va préciser les sanctions en 2028 et qu'on ne va pas se contenter d'informations sur ceux qui n'auront rien fait. Je crois que c'est vraiment une bonne chose. Donc je pense que cet amendement devrait pouvoir recevoir un avis assez consensuel. Je vous remercie. Et le 397 rectifié bis, Monsieur Decolle. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement, dont le cœur a été défendu par plusieurs de mes collègues, est défendu. Toutefois, en synthèse, il vise à préciser que les sanctions, si sanctions il y a, seront définies par décret afin de s'assurer qu'elles soient à minima définies au cours du présent quinquennat. Merci, chers collègues. Madame la présidente de la commission, avant le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, effectivement, tous ces amendements sont identiques, le 12 rectifié, le 77, le 110, le 274, le 319 et le 397.
Ils ont déjà été rejetés en commission. La commission est opposée à transférer au gouvernement la possibilité de prendre des sanctions, d'autant qu'elles relèvent plus du domaine de la loi. L'objectif de 2028 est déjà très ambitieux. Alors, quand on parle d'ambition et de lisibilité pour le domaine du bâtiment, je peux vous assurer que le rendez-vous est fixé. Puisqu'en moins de 10 ans, c'est plusieurs millions de logements qu'il faut rénover. Et la vraie question aujourd'hui, c'est la question financière. C'est ce qu'on a évoqué ce matin, que j'ai évoqué ce matin. Et il faudra dégager effectivement les moyens financiers. Et que c'est vraiment l'aspect essentiel sur lequel nous attendons le gouvernement lors du budget, l'examen du budget. Donc c'est un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement? Merci, Monsieur le Président. Donc, effectivement, le gouvernement souhaite conserver le mécanisme tel qu'il est prévu aujourd'hui, donc est décrit notamment au grand 4 de l'article, qui prévoit que la loi donc mentionnée au grand 1, c'est-à-dire la loi donnera le cadrage de la programmation pluriannuelle de l'énergie, précisera également les conséquences du non-respect de l'obligation mentionnée, donc de l'obligation de faire ces travaux. Donc, avis défavorable. Merci, Madame la ministre. Je suis impardonnable, j'ai oublié Madame la présidente de la commission. Merci, vous ne souhaitez plus vous exprimer. Deux avis défavorables. J'ai été saisi d'une demande de scrutin par le groupe socialiste et républicain, sur les amendements identiques. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, l'avis du gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert. Voici le résultat du scrutin numéro 168 sur les amendements identiques 12, 77, 110, 274, 319 et 397, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 343, nombre de suffrages exprimés 328, pour l'adoption 113, contre 215. Le Sénat n'a pas adopté. On commence maintenant l'étude des amendements. 289, Monsieur Gay, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Salouel-Deli. Madame la ministre, mes chers collègues, donc, évidemment, ça va donner suite à plusieurs interventions. On a raison, faudrait qu'on ait le débat sur l'avenir de l'EDF. Tout à l'heure, il y a un moment, je parlais de la dépendance énergétique de la France. On vient de se taper un paquet énergie, 4 directives, pas de travail parlementaire dessus. Et puis alors là, franchement, on demande à EDF de subventionner ses concurrents. Et pour une raison simple, et l'effet est là, pour lui prendre des parts de marché. C'est ça qu'on va voter, qu'on va décider, si on suit le gouvernement. Donc le système, il est biaisé dès le départ, puisque ce dispositif, il laisse une liberté de choix d'approvisionnement aux fournisseurs alternatifs. Ainsi, et ça vient d'être dit, quand les prix du marché sont bas, les concurrents, ils se tournent vers le marché, c'est le bon sens, et quand ils sont hauts, ils se tournent vers l'ARENH. Donc ils sont gagnants à tous les coups. Au tirage, au grattage, tous les coups. Et qui c'est qui perd de sa crédibilité? C'est l'EDF. Systématiquement perdant. Donc je veux bien, je comprends, notre collègue Husson, il a raison, il faudrait qu'on débatte de l'avenir de l'EDF. On est en train de défaire le débat de l'avenir de l'EDF, puisqu'on est en train de détricoter l'outil historique qu'on avait avec ADF. La Cour des comptes, c'est marrant sur ce sujet-là, d'habitude, il y en a d'autres de mes collègues qui, sur la Cour des comptes, sont vraiment volubiles, on s'y réfère. Alors allons-y, tiens, Cour des comptes. Ne recourir à l'ARENH que lorsque les conditions de marché sont favorables, sans financer le reste du temps les actifs du parc électronucléaire, pèse sur l'équilibre comptable de l'exploitant des centrales et potentiellement sur le financement de leur sécurité. Donc, est-ce que ce système que nous devrions amplifier, aucune étude d'impact, sans visibilité sur le futur de l'opérateur historique EDF. On a quand même une expérience. Des collègues sont beaucoup plus près de cette réalité dans leur histoire, dans leur territoire. L'avenir de la sidérurgie. Il y avait une mission d'information sur l'avenir de la sidérurgie. Qu'est-ce qu'elle soulignait? Que l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique constitue un mécanisme unique en Europe
qui offre une couverture aux industriels en les protégeant des fluctuations du prix du marché. Donc on devrait quand même se servir de cet actif-là. Et alors on nous dit qu'il faudrait voter cet article pour soutenir les entreprises qui n'ont construit aucun moyen de production. Conclure. Vous savez combien? 121 milliards. 121 milliards ont été directs. Donc, Madame la Ministre, moi je veux bien vous entendre, Guerre a répondu tout à l'heure, mais vous voyez, protéger les Français quand on augmente l'électricité de 5,9%, alors que ça ne correspond pas au coût d'EDF, l'augmentation. Il faut dire la vérité, ça ne correspond qu'à la moitié du coût de l'EDF. Donc on est en train de donner des parts de marché et de détruire complètement l'outil EDF, l'outil public. Merci. Avis de la Commission, monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. En supprimant la totalité de l'article, cet amendement supprime non seulement la possibilité de relever le plafond de l'Arenh ou de réviser son prix, mais aussi les ajustements du complément de prix en cas d'atteinte du plafond. Or, ces ajustements ont le mérite de remettre un peu d'ordre dans l'affectation de ces recettes pour éviter toute rémunération indue d'EDF ou de la communauté des fournisseurs. En introduisant en particulier un reversement à la collectivité dont il serait bien dommage de se passer. Pour le reste, je conviens bien volontiers que le relèvement du plafond aurait dû être précédé d'une étude d'impact, Madame la Ministre, ou d'une concertation. Mais nous savons aussi que cette solution de court terme, qui évitera sans doute une prochaine hausse des tarifs réglementés, comme je l'ai dit dans la discussion générale, cela ne nous dispensera pas de faire une réforme globale. Et comme je l'ai dit aussi sur ce sujet, sur la réorganisation envisagée d'EDF, nous serons vigilants pour que cet élément fort de notre patrimoine commun, qui est l'entreprise intégrée EDF, ne soit pas remis en cause. C'est un avis défavorable, et puis on reviendra tout à l'heure sur le couplage entre le plafond et le prix. Avis défavorable. Oui, merci. Madame la Ministre, votre avis sur cet amendement? Merci, Monsieur le Président. Donc, nous ne partageons pas la même analyse sur l'intérêt de l'Arenh. Et je voudrais vous redire que malgré les hausses des TRV, le prix de l'électricité en France reste inférieur d'environ 15% à la moyenne des prix TTC de l'Union européenne et encore davantage par rapport à des États membres comparables comme l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne. En Belgique et en Italie et en Espagne, l'électricité coûte plus de 200 € par mégawattheure, soit au moins 15% de plus qu'en France. Et donc sur votre amendement de suppression, évidemment le gouvernement y est défavorable puisque le gouvernement souhaite se donner la possibilité de faire évoluer au niveau réglementaire le plafond de volume et le prix de l'Arenh afin de pouvoir adapter le dispositif compte tenu des contraintes nouvelles posées par l'atteinte du plafond et de sécuriser l'objectif de protection du consommateur final poursuivi par l'Arenh en lui permettant de bénéficier des coûts stables du parc électronucléaire historique et également de tenir compte de l'absence d'évolution des prix de l'Arenh depuis sa mise en place et d'articuler ces évolutions du dispositif actuel avec l'objectif d'une mise en œuvre d'un futur dispositif de régulation du parc électronucléaire qui assure la protection du consommateur et la sécurisation financière de l'outil industriel, tout en accompagnant le développement de la concurrence à l'aval après l'échéance de 2025. Merci. Monsieur Gay, pour explication de vote. Oui, court, mais ça fait 2 heures que je ne parle pas, moi. Merci, Monsieur le Président. Vu l'heure tardive, je vais vous raconter une histoire pour détendre l'atmosphère, et ça sera ma dernière prise de parole. C'est celle que je raconte à mon fils pour lui expliquer le capitalisme. Il a 4 ans. Alors, vous savez quoi? C'est un pâtissier. Il vend les meilleurs gâteaux au chocolat. Il en vend 400 par jour. Et il vend plein d'autres choses, mais les gâteaux au chocolat. Ça lui coûte 8,50 € et il le vend au tarif de 10 €. Parce qu'il se dit que les 400 gâteaux au chocolat, tout le monde y a droit. Et il appelle ça le tarif réglementé du gâteau au chocolat. Et puis un jour, il y a 5 requins qui arrivent et ils lui disent nous, on va vendre aussi des gâteaux. Mais on va prendre un fonds de commerce, mais on ne va pas acheter le four, ni le chocolat, ni la levure, ni les œufs. Tu vas nous vendre les gâteaux. Tu vas nous en donner 100 sur tes 400, au prix de 8,50 €. Voilà ce que ça te coûte. Et nous, on les vendra entre 10 et 11 €. Voilà. Mais comme tout le monde a besoin des gâteaux au chocolat, quoi qu'il arrive, quand tu auras vendu tes 300 gâteaux au chocolat à 10 €, peut-être qu'ils viendront chercher
les 100 autres entre 10,50 € et 11. Puis 10 ans plus tard, il y a 15 autres requins qui arrivent et ils disent bah, nous aussi on veut vendre des gâteaux au chocolat parce que du coup on vend des gâteaux au chocolat, on fait de l'argent mais en plus on ne produit rien. Bon, c'est pas mal. Donc il faut augmenter. Alors ils disent ben, on va demander qu'il n'y en ait plus que pas que 100, on en veut 150. Sauf que le pâtissier dit oui mais là les prix ils ont augmenté pour moi, ça vaut maintenant ça me coûte 9,50 €. Ils disent bon d'accord on va te les acheter au prix de 9,50 €, mais ton tarif réglementé du gâteau au chocolat à 10 €, il va falloir le péter. Parce qu'il faut qu'on continue à faire de l'argent. Donc ça serait bien que tu pètes les tarifs réglementés et qu'on les vende tous à 12 €. Ben voilà. Et bien comme ça, qui c'est qui est lésé? Le pâtissier et le consommateur. Celui qui a acheté le prix du gâteau à 10 €, aujourd'hui il achète 12 €. Et puis les requins, ils s'empiffrent. Et bien voilà, aujourd'hui c'est ça la reine. Vous remplacez le pâtissier par EDF, les consommateurs par les usagers d'électricité et les requins, ça reste les requins, c'est les acteurs de l'alternative. Ben vous voyez, c'est ça la reine. Voilà, donc on ne participera pas à ce débat de dupes, de savoir est-ce qu'il faut déplafonner, augmenter, etc. Nous, on est contre ce système. Vous votez avec nous, très bien. Vous votez pas, je ne participe pas au reste du débat, mais je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que l'histoire du capitalisme vous aura plu. Alors, Madame Lienemann. Difficile de faire mieux que M. Gay pour expliquer. Je voudrais quand même insister sur deux choses. On nous avait expliqué que l'ouverture de la concurrence devait permettre d'améliorer les prix, de faire baisser les prix pour les consommateurs. Là, on est quand même le paradoxe. Pour la concurrence, on augmente les prix. C'est quand même ça qui est en train de se faire. Deuxièmement, concernant la reine, tout le monde a bien compris que c'était les EDF, au nom, je le dis bien, non pas de producteurs d'électricité, etc., de traders qui rentrent dans le marché de l'électricité pour faire semblant de croire qu'il y a de la concurrence et que ça va être profitable aux consommateurs. Je vous demande, Madame la Ministre, qu'êtes-vous en train de négocier avec la Commission européenne? Parce que cette négociation, elle a lieu. Elle a lieu sans EDF, directement entre le gouvernement et la Commission. Et on me dit qu'au sein de la Commission européenne, on commence à rentrer dans l'hypothèse de la séparation des fonctions d'EDF, bleu-vert, le fameux plan Hercule. Et tout ça dans le dos de la représentation nationale. Parce qu'on va nous faire croire qu'il faut augmenter les 150, qu'il faut augmenter les tarifs, puis après on va nous dire, pour faire ça, vous l'avez voté, il faut démanteler EDF. C'est ça qui est en train de se préparer. Alors vous allez me dire, non, 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 c'est pas ça. Et je connais cet argument. Ça fait 20 ans qu'on nous explique que non, on ne va pas démanteler les services publics, que non, on ne va pas démanteler les grandes industries nationales. Et puis au bout du compte, on le fait. Alors vous avez rendez-vous avec l'histoire. Soit on maintient EDF comme une grande entreprise intégrée qui doit évoluer, qui doit se moderniser, mieux prendre en compte le renouvelable, pas croire que c'est que le nucléaire, mais soit on garde cette entreprise, soit vous êtes en train, par la petite porte, de faire rentrer le démantèlement d'EDF, et nous, c'est non. Bien. Donc on va passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Cet amendement est rejeté. Nous passons à l'amendement 187 de M. Courteau. Oui, nous considérons que la reine a échoué à faire émerger une véritable concurrence sur le marché de l'électricité. La concurrence demeure d'autant plus artificielle que les fournisseurs alternatifs, alors qu'ils y étaient incités, n'ont pas tous investi dans de nouvelles capacités de production. Nous souhaitons dès lors, d'autant plus que cet article relève son plafond, réserver à partir de 2020-2021 l'Arenh aux seuls opérateurs dotés de capacités de production d'électricité. Le relèvement du plafond de l'Arenh à 150 TWh risque en effet d'attirer de nouveaux fournisseurs alternatifs qui se contenteront de faire du négoce, achat pour vente de l'électricité, qui, il est utile de le rappeler, est un bien de première nécessité. Cela dit, en même temps que je vous parle, Monsieur le Président, je me demande si je ne vais pas retirer cet amendement, parce que parmi les alternatifs qui est investi
et qui auraient donc accès à l'Arenh, se trouvent Total et Engie notamment. Et je ne pense pas qu'ils aient besoin d'être biberonnés. Donc je pense que je vais retirer l'amendement, Monsieur le Président. Vous l'avez retiré? Monsieur Courteau, il est retiré? Bien, donc il est retiré. 106 rectifié, Monsieur Dantec. Oui, Monsieur le Président. Cet amendement est sur un autre sujet, mais qui n'est pas non plus un petit sujet. Cet amendement donc contribue à l'information des consommateurs sur les offres de fourniture d'électricité, à leur protection et à la traçabilité de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Les offres dites vertes ne contribuent pas toutes au même niveau à la transition énergétique. Le cumul de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, l'Arenh, avec des garanties d'origine est une aberration. L'Arenh a été établie pour faire bénéficier aux fournisseurs alternatifs d'électricité de la rente nucléaire d'EDF, nous en avons parlé. Donc l'approvisionnement à l'Arenh, dont le tarif 42 € est aujourd'hui bien inférieur à celui du marché de l'électricité, encore qu'avec les fluctuations, ça n'est pas toujours le cas, est contraire au principe économique sous-jacent des offres vertes par lesquelles un producteur d'électricité de sources renouvelables vend et un fournisseur achète au prix du marché son électricité. Et sur un autre marché, la garantie d'origine liée à cette même production. C'est important de comprendre que quand on vend de l'électricité verte, ce n'est pas obligatoirement qu'on a acheté de l'électricité verte. Ça veut dire qu'on a pu acheter de l'Arenh et acheter du certificat d'origine à côté. Donc, ce que nous proposons, c'est de limiter le droit de recours à l'Arenh à la part des mix des fournisseurs alimentant des offres commerciales d'électricité grise. Sinon, effectivement, il y a quand même une sacrée entourloupe, puisqu'on peut profiter du tarif de l'Arenh pour vendre beaucoup plus cher en ayant, pour quelques euros, acheté le certificat d'origine à côté. Très bien. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. La possibilité de distinguer les différentes catégories d'offres, c'est bien cette demande d'offres vertes, a déjà été introduite à l'article 11 par l'Assemblée nationale et complétée par la Commission pour renvoyer aux travaux en cours de l'ADEME. L'amendement et le sujet qui vient d'être évoqué par notre collègue est largement satisfait par à la fois ce qui a été fait à l'Assemblée et ce qui a été fait au niveau de la Commission. C'est un avis défavorable. Ministre, même avis. 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Et donc nous passons à 5 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le premier 155, Monsieur Courteau, Madame Préville. Monsieur Courteau. Oui, les alinéas 14 à 19 de cet article proposent de rehausser le plafond de l'Arenh, fixé actuellement à 100 TWh, pour le porter à 150. Nous nous opposons à ce rehaussement qui risque de fragiliser encore plus l'opérateur historique qui traverse déjà des difficultés financières. Nous n'étions pas favorables à la création de l'Arenh par la loi NOM en 2010, qui visait à créer artificiellement une concurrence dans un secteur où le bien produit est un bien de première nécessité. La mise en place de l'Arenh supposait en effet de permettre à des entreprises de faire uniquement du négoce achat pour vente d'électricité, alors que cela avait été depuis toujours interdit. Nous nous opposons d'autant plus à ce relèvement du plafond de l'Arenh que celui-ci est issu de l'adoption en commission d'un amendement du gouvernement, je pense à l'Assemblée nationale, privant ainsi les parlementaires de toute étude d'impact, alors que, comme déjà souligné, l'entreprise traverse une période difficile et que des réflexions sont engagées sur son avenir. Sans étude d'impact, à savoir à quel niveau le prix de l'Arenh sera fixé, ni même sur quelle durée ce nouveau plafond et ce nouveau prix s'appliqueront, alors que l'opérateur devrait subir une réorganisation en profondeur. Ça, c'est le projet Hercule. Nous estimons que cela revient à signer un chèque en blanc qui risque de créer une grande instabilité et compromettre la viabilité de l'entreprise. À cela s'ajoutent les incertitudes européennes, comme le rappelle le rapport d'Anthony Sellier, rapporteur sur le projet de loi à l'Assemblée nationale. Pour rappel,
Depuis 2012, disait-il, le prix fixé lors de la mise en place du dispositif n'a pas pu être modifié en raison de l'absence d'approbation par la Commission européenne du projet de décret prévoyant ces méthodes d'identification et de comptabilisation des coûts. Si les auteurs de l'amendement se félicitent que le rapporteur ait conditionné le relèvement du plafond de l'Arenh à la révision concomitante de son prix, ce qui lève quelques incertitudes, il n'en continue pas moins de s'opposer à ce déplafonnement à 150 TWh, raison pour laquelle il propose de supprimer les alinéas de 14 à 19. Merci. Amendement du gouvernement 246, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Le présent amendement vise à rétablir la rédaction votée à l'Assemblée nationale en première lecture du grand 2 et du grand 3 de l'article 8. Cette rédaction permet, dans l'objectif que tous les consommateurs puissent continuer à bénéficier de la stabilité des prix du nucléaire, d'ouvrir au gouvernement la possibilité, d'une part, de relever le volume d'Arenh livré par EDF aux autres fournisseurs dans la limite de 150 TWh, tout en modifiant le prix de l'Arenh par arrêté pour prendre en compte une évolution du plafond au regard de l'impact financier sur EDF. L'évolution de ces paramètres et son calendrier feront l'objet de discussions entre le gouvernement et la Commission européenne. Il est nécessaire de ne pas préempter l'issue de ces discussions et donc de laisser de la souplesse prévue lors de l'examen du texte, de revenir sur les précisions apportées lors de l'examen du texte en commission des affaires économiques. Pour les trois suivants, c'est Madame Bion. Présentez-les directement les trois à la suite. Oui, merci Monsieur le Président. Donc l'amendement 200 rectifié bis, cet amendement a pour objet de décorréler l'augmentation du plafond de l'Arenh de l'évolution du prix du gâteau au chocolat. Non, pardon, du prix du dispositif, pardon. Dans un contexte de prix de l'électricité sur le marché de gros largement et durablement supérieur à celui de l'Arenh, la Commission de régulation de l'énergie a annoncé que la demande totale d'Arenh des fournisseurs alternatifs pour 2019 avait atteint 133 TWh. Le rationnement de l'Arenh surenchérit le prix de l'électricité pour tous les consommateurs. Donc au Sénat, la Commission a souhaité lier l'augmentation du plafond de l'Arenh à la révision du prix, ce qui risque d'entraîner une nouvelle hausse du prix de l'électricité pour le consommateur, en ne rendant pas effectif ni l'augmentation du plafond, ni l'évolution du prix de l'Arenh. Le calendrier très contraint d'augmentation du plafond de l'Arenh n'est pas compatible avec celui de l'évolution du prix, qui nécessite un accord avec la Commission européenne. Le prix de l'Arenh doit refléter le coût du parc nucléaire historique d'EDF et ne saurait être lié au niveau du plafond. Pour le deuxième amendement, le 202 rectifié bis, c'est bien ça. Donc l'un des principaux objectifs de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique était de faire bénéficier les consommateurs de la compétitivité de la production nucléaire historique. Cet amendement vise donc à demander à la réalisation tous les ans d'une analyse et d'une proposition de fixation du volume global maximal de l'Arenh. Et le dernier amendement MOGA, alors pour synthétiser encore plus, comme le prévoit le Code de l'énergie, le prix de l'Arenh doit refléter le coût du parc nucléaire historique et son évolution éventuelle ne saurait être liée au volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédée. L'éventualité que le prix augmente au fur et à mesure du développement de la concurrence sur le marché de la fourniture serait contraire au principe du dispositif et difficilement applicable auprès des consommateurs. Je vous remercie. Si l'avis de la Commission sur ces amendements en discussion commune, Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Sur le 155, plutôt que de supprimer la possibilité de relever le plafond et de réviser le prix de l'Arenh, la Commission a fait le choix de lier les deux. C'est donc une position d'équilibre et en mandat clair qui est donné au gouvernement pour négocier à Bruxelles, donc c'est un avis défavorable. L'amendement 248 du gouvernement. Cet amendement rétablissant la rédaction de l'Assemblée est paradoxal à plus d'un titre. D'abord, le gouvernement nous dit qu'il veut supprimer le lien entre le relèvement du plafond et la révision du prix, alors qu'il a lui-même mentionné explicitement ce lien permettant de tenir compte de l'évolution du plafond pour fixer le prix à l'alinéa 18. Ensuite, parce que tout en permettant au ministre de réviser le plafond, le gouvernement s'avoue d'ores et déjà vaincu en admettant à demi-mot
que les négociations à venir avec la Commission européenne ne lui permettront pas de réviser ce prix. C'est donc un marché de dupes. C'est un avis défavorable. Concernant l'amendement 200 rectifié de monsieur... C'est sur l'amendement 246, avis défavorable, parce que vous avez dit 248. Oui, c'est ça. Très bien. Non, mais je veux que ce soit dit. Excusez-moi. Bon. Sur l'amendement de 200 rectifié de monsieur Bis, de monsieur Moga, c'est un avis défavorable pour les mêmes raisons que l'amendement précédent. Sur l'amendement 202 rectifié bis de M. Moga, en prévoyant la fixation annuelle par la CRE du plafond annuel de l'Arenh, cet amendement créerait une très forte instabilité sur le dispositif qui serait nuisible tant aux fournisseurs historiques qu'aux fournisseurs alternatifs. Il confierait par ailleurs la décision de fait à la CRE selon une mécanique bien connue dans le cadre des tarifs qui fait que le ministre n'en a pratiquement aucun moyen de s'opposer sans risque de voir sa décision annulée ensuite. Or, le plafond de l'Arenh est une décision aussi technique que politique. C'est un avis défavorable. Et concernant l'amendement 201 rectifié bis de M. Moga, contrairement à celui du gouvernement, cet amendement a au moins le mérite de la cohérence puisqu'il supprime tout le lien entre le prix et le plafond. Mais par cohérence, là aussi, avec la position de la Commission, c'est un avis défavorable. Très bien. Madame la ministre, l'avis du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Donc, pour les raisons que j'ai exposées précédemment, avis défavorable sur l'amendement numéro 155. Et je propose le retrait des amendements 200, 202 et 201 au profit de l'amendement du gouvernement. Et le 200, 202, 201, sur les trois, vous proposez le retrait. D'accord. Donc, ils ne sont pas retirés, donc on va voter. L'amendement de M. Courteau, deux avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Amendement du gouvernement, un avis défavorable de la commission. Qui est pour? M. Courteau. Si on ne vote, simplement pour dire que nous ne soutiendrons pas l'amendement du gouvernement. Nous voulons en rester au texte de la commission qui lie le déplafonnement de l'Arenh à la revalorisation du prix. Pas de revalorisation de prix, pas de déplafonnement. Qui est pour l'amendement du gouvernement? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Amendement 200 rectifié bis, deux avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Amendement 202 rectifié bis. Qui est pour? Qui est... Même vote pour le 201 rectifié bis. Très bien. Ils sont rejetés. On vote sur l'ensemble de l'article 8. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. On passe à l'article 9. L'amendement 290 qui vient en discussion est présenté par M. Gay. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Même principe que sur l'Arenh. Un amendement, une prise de parole, puis après, le débat aura lieu. Nous tenons à réaffirmer avec cet amendement notre opposition à la fin des tarifs réglementés du gaz, mesure que vous aviez tenté de faire adopter à l'occasion de la loi Pacte et qui a été censurée par le Conseil constitutionnel. Le tarif réglementé, Le tarif réglementé est aujourd'hui la garantie contre la fluctuation des marchés financiers. Il constitue une sorte de plafond pour l'ensemble des fournisseurs. Tous les pays européens ayant renoncé à une réglementation de la tarification du gaz ont vu une augmentation du kilowattheure de 40 à 140% comme en Allemagne. Cela a conduit même le gouvernement britannique à vouloir faire marche arrière en fixant un prix plafond. Aujourd'hui, ce sont 4,3 millions de foyers qui sont concernés par les tarifs réglementés du gaz. Ce sont donc 4,3 millions de foyers qui exercent leurs droits à un niveau de vie suffisant en chauffant leur alimentation et leur logement à un prix accessible. Dans un contexte d'explosion de la précarité énergétique qui touche aujourd'hui près de 5 millions de ménages, notre pays ne peut se priver d'un tel outil, instrument historique des politiques sociales depuis 1946. Supprimer les tarifs réglementés du gaz, c'est faire basculer davantage de foyers dans une situation inacceptable. Rien ne garantit par ailleurs que cette suppression
puisse créer les conditions de la concurrence. La déréglementation permet principalement le passage de monopoles publics à des oligopoles privés dont ceux qui profitent réellement sont les grands groupes industriels et leurs actionnaires. Que ce soit pour l'État, pour les consommateurs ou pour les tenants d'un marché de l'énergie concurrentiel, cette situation est défavorable. Je vous remercie. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, cet amendement entend revenir sur la suppression des tarifs réglementés du gaz, mais nous n'avons pas d'autre choix que de nous mettre en conformité avec les décisions du Conseil d'État et avec le droit européen. À vrai dire, le principal intérêt des tarifs pour les consommateurs, c'est aujourd'hui le rôle de point de repère qu'ils jouent, et c'est précisément ce rôle que la Commission conserve en prévoyant un prix de référence indicatif du gaz calculé par la CRE. Donc c'est un avis défavorable. Madame la ministre, votre avis? Même avis. Donc 2 avis défavorables. Monsieur Gay, vous avez la parole. Oh, je fais très vite. Madame la ministre, tout à l'heure, vous avez dit que la concurrence, ou alors vous l'avez suggéré, la concurrence faisait baisser les prix. C'est pas l'avis du président de la CRE. Parce qu'on l'a auditionné, c'est juste le débat, mais on l'a auditionné dans le thème de la mission sidérurgie. Il est venu et on lui a posé la question. Est-ce que la concurrence et la fin des tarifs réglementés, ça va faire baisser le prix de l'énergie? Vous savez ce qu'il nous a répondu? Vous savez ce qu'il nous a répondu? Président de la CRE. Non. Jamais. C'est pas vrai. Président de la CRE. L'audition a été filmée. Donc j'invite chacun et chacune à aller voir. Donc le petit discours ambiant qui consiste à dire que la concurrence libre et non faussée va faire baisser le prix, c'est pas vrai. Le président de la CRE le dit. Et après, il y a le réel. C'est que depuis l'ouverture du marché et sur le gaz, le prix a augmenté de 70%. Et en réalité, pour aller au bout du bout de votre volonté, et pour tout libéraliser, ben, il faut péter les dernières barrières. Et les barrières, les tarifs réglementés, pour le privé, c'est insupportable. Donc là, vous vous attaquez au gaz, on a bien compris, et demain, ça sera le tarif de l'électricité. 28 millions de foyers. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin de le supprimer. Il n'y a qu'à faire jouer la CRE. Les 5,9%, ce n'est pas le prix de l'augmentation, ce que disait tout à l'heure M. Savoldelli, le prix de l'augmentation du prix du gaz, de sa production, ce n'est pas vrai. C'est en fait les concurrents privés qui ont demandé à la CRE d'augmenter les prix pour qu'eux-mêmes puissent proposer des prix libres au niveau du tarif réglementé. Vous voyez? Donc on est dans un marché de dupes total. Donc nous refusons cela. Alors j'entends bien monsieur le rapporteur, il a raison. Bah, c'est l'Europe, oui, mais on peut s'y opposer. Et l'Europe derrière, je le dis toujours, c'est pas un ovni. Il y a des hommes, des femmes et des options politiques derrière ça. Donc on peut s'y opposer. Encore faut-il en avoir la volonté, mais vous ne l'avez pas, puisque vous partagez au fond ça, et c'est pour ça que vous avez été nommé ministre. Vous allez préparer la fin des tarifs réglementés. Le gaz, on a compris, mais aussi l'électricité. Je vous remercie. Oui, Madame la ministre, vous voulez répondre? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, je pense qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, mais je vous remercie de ne pas me prêter des propos qui ne sont pas les miens, ou de sous-entendre que je dis des choses, mais que je pense autre chose. Voilà, je pense que pour la sérénité des débats, non, vous me dites que je ne l'ai peut-être pas dit, mais que je le sous-entendais, donc je pense que je dis clairement ce que je pense. Nous avons évoqué l'impact pour les consommateurs sur les tarifs sur les tarifs de l'électricité de l'AREN. C'est de ça dont on a parlé tout à l'heure et c'est là-dessus que je me suis exprimé. Non mais je vous remercie, monsieur le sénateur, je pense que je sais à peu près ce que je dis et je vous remercie de ne pas me prêter des propos que je n'ai pas tenus. Madame Lienemann, pour explication de vote. On voit bien qu'on est au bout de cette dérégulation. Moi, j'ai souvenir des premières directives sur la dérégulation, où on nous annonçait très vite la baisse des tarifs.
Et la France, qui était quand même encore attachée aux services publics, aux tarifs réglementés, considérant que l'énergie est essentielle dans le pouvoir d'achat et aussi essentielle dans la vie économique du pays, avait essayé de différer les échéances. À aucun moment, nous avons créé le rapport de force pour faire prévaloir l'idée d'un service public ou d'intérêt général en matière d'énergie. Et après, on vient pleurer sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Les dépenses fixes des Français obèrent très largement leur pouvoir d'achat. Après, on peut raconter ce qu'on veut, gilets jaunes et autres, la réalité, elle est là. Et à partir de là, on a un autre débat qui est de nous dire il faut que l'énergie soit chère. D'ailleurs, regardez, vous prenez l'exemple des Européens en électricité, les autres, on a de la chance en France, c'est moins cher. Mais la réalité, c'est que dans notre pays, l'énergie abordable est un élément de compétitivité, qu'on ne peut pas avoir soi-disant des salaires élevés, en même temps de l'énergie élevée, etc. C'est déterminant. Et nous sommes en train de casser cette mécanique. Et c'est extrêmement grave parce que non seulement ça va pénaliser l'économie, mais surtout nos concitoyens, et notamment parmi eux les plus modestes. Alors on peut toujours faire des chèques énergie, etc. La réalité, c'est que le pouvoir d'achat des Français, par cette mesure, va être attaqué. Donc nous ne pouvons l'approuver. Et surtout, ce que j'observe, c'est le manque de détermination, alors qu'on voit partout que la concurrence ne baisse pas les prix, de la France pour tenir une position fidèle à son histoire et à l'esprit de service public. Monsieur Savoldelli, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, Madame la Ministre, moi j'ai juste une question. Et je ne doute pas que vous allez y répondre et je ne doute pas de votre sincérité. Donc vous allez répondre par exemple à la question qu'on a eue précédemment dans le débat. Mais là, il faut se positionner. Est-ce que les 5,9% d'augmentation du coût de l'électricité pour les ménages correspondent totalement au coût nécessaire pour EDF? Vous nous dites oui ou vous nous dites non. Si c'est totalement EDF qui est responsable par sa structure et l'outil tel qu'il est aujourd'hui, vous l'assumez et vous le dites. C'est incroyable, Madame Royal. Non, mais il faut répondre à la question, elle est importante. Elle est importante. Parce que là, ce n'est pas une polémique. C'est une demande d'explication. Voilà, comme ça, on n'est pas en train de travestir les propos des uns et des autres. On est sur du factuel. Il y a eu une augmentation, c'est les ménages qui la payent. 5,9, est-ce que ça représente les coûts d'EDF ou ça ne représente que la moitié des coûts de l'EDF? Parce que si c'est que la moitié des coûts de l'EDF, ça va à l'ouverture du marché, Madame la Ministre. Ah oui, mais c'est comme ça, c'est ça la concurrence libre et non faussée. Faut l'assumer. Faut l'assumer. Donc il faut nous répondre oui ou non. C'était une augmentation qui est due à la structure EDF et au coût de production d'EDF. Ou alors, ce n'est pas vrai, c'est la moitié. C'est la question qui était sous-entendue et qui était très, très concrètement posée par le sénateur Fabien Gay. Donc il faut répondre à cette question. On a le droit de savoir ici, les parlementaires. Oui, Madame la Ministre, vous allez répondre. Merci Monsieur le Président. Vous me posez la question, je pense que la CRE a eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet et de dire que si on était resté sur une formule à partir des coûts d'EDF, on aurait eu 2% d'augmentation de plus. Donc on va voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement est rejeté. Nous passons à l'amendement. Avant, je dois faire formellement une petite déclaration. Madame la Ministre, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance pour achever l'examen de ce texte et jusqu'à achèvement de ce texte. Il n'y a pas d'observation? Il en est ainsi décidé. Allez, on y va. On maintient ce rythme, hein, s'il vous plaît. 506, Monsieur Grémillet, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, cet amendement permet de graduer les sanctions applicables aux fournisseurs de gaz selon la gravité de manquements constatés. J'ai dit achèvement du texte et pas de la discussion du texte. Bien. Madame la Ministre, votre avis? Favorable. Qui est pour? Qui est contre?
qui s'abstient, il est adopté. Vous avez compris que je disais achèvement de la discussion du texte et pas du texte lui-même. J'ai vu que Madame la ministre en rigolait. 337 maintenant, l'amendement du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Donc, cet amendement vise à supprimer l'obligation d'information préalable de l'autorité de la concurrence pour les mouvements tarifaires. Le calendrier de ces mouvements ne permet de fait pas de réaliser la consultation de l'autorité de la concurrence 2 mois auparavant. Par ailleurs, les mouvements tarifaires sont déjà soumis à l'autorité indépendante qu'est la CRE. Avis du rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Chers collègues, cet amendement entend revenir sur une disposition introduite par la loi Macron dans le Code de commerce pour prévoir l'information de l'autorité de la concurrence sur tout projet de révision des prix et des tarifs réglementés, en dérogeant à cette obligation, Madame la Ministre, pour les tarifs du gaz. Même si l'application de cette disposition du Code de commerce peut poser certaines difficultés d'interprétation, on voit mal pourquoi, au détour de ce texte, on procéderait à une exception simplement pour les tarifs du gaz. Si problème il y a, il conviendrait d'évaluer le sujet dans son ensemble et non pas par ce seul petit bout. Par ailleurs, le timing de cet amendement interpelle, Madame le Ministre, puisque son dépôt intervient quelques semaines après que l'autorité de la concurrence a exprimé un avis divergent sur la façon dont il conviendrait de prendre en compte l'atteinte du plafond dans le calcul des tarifs de l'électricité. C'est un avis défavorable. Donc, avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Madame Préville, vous avez la parole pour le 180. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Alors, c'est un amendement qui a l'air d'être un sujet mineur, mais qui en fait ne l'est pas tant que ça. Alors, il s'agit de l'alinéa 65. Dans cet alinéa, il est dit « Le médiateur national de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie communiquent auprès du grand public au sujet de la disparition progressive des tarifs, etc. » Alors, j'ai moi-même auditionné le président de la CRE qui m'a confirmé que la Commission de régulation de l'énergie n'a pas du tout la compétence, voilà, je suis fatiguée aussi, la compétence pour organiser cette communication auprès du public. D'autre part, le médiateur national de l'énergie, certes, a pour fonction, alors je vous dis, de participer à l'information des consommateurs, mais ne peut pas, je pense, prendre en charge cette lourde communication. Alors, et ils n'ont pas les moyens, bien sûr. Il revient, à mon sens, au pouvoir public de mettre en place une véritable campagne d'information pour alerter le grand public sur l'extinction progressive de ces tarifs, ainsi que sur ses conséquences pour les populations. Donc j'attire l'attention sur les conséquences de cette suppression sur les publics fragiles en situation de précarité énergétique qui devraient bénéficier d'une information et d'un accompagnement spécifique. Raison pour laquelle je propose la suppression de cet alinéa. Et je peux continuer avec l'amendement qui suit. L'amendement qui suit, le 179. Oui, c'est un amendement de repli. C'est du repli parce que c'est juste de supprimer la commission de régulation de l'énergie dans les 2 organismes qui doivent faire la communication sur ce sujet. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces 2 amendements? Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, je partage tout à fait le point de vue des auteurs. C'est au pouvoir public qu'il revient de communiquer et pas seulement au médiateur ou à la CRE. C'est le sens de l'amendement d'appel 507 qu'a déposé la Commission. Donc c'est une demande de retrait au profit de l'amendement 507 que je présenterai après. Très bien. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Moi, je ne comprends pas très bien le sens de ces amendements. Le fait de demander à la CRE et au médiateur national de l'énergie de réaliser une communication sur les tarifs du gaz n'exclut pas que l'État puisse également le faire ou doive également le faire. Donc, je vous propose le retrait, sinon avis défavorable. Donc 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le premier est rejeté. Le deuxième, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Et nous passons au 507. Monsieur Grémillet, vous avez la parole.
Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, une question simple avant d'aller plus loin sur mon amendement. Si Madame la Ministre, le gouvernement prend des engagements en la matière, je vais le retirer. Ministre, voilà. Saisissez-vous du micro, répondez. Merci, monsieur le rapporteur. Je vous confirme que le gouvernement a bien l'intention de communiquer sur ces sujets. Donc, je ne crois pas que ce soit utile de faire un rapport pour le dire, en fait. Donc, il est retiré, monsieur Grémier, d'accord. Et maintenant, le 508, c'est toujours vous, monsieur Grémier, le 508. C'est un amendement de simplification. Bien, Madame la Ministre. Favorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 509, c'est une correction d'erreur, c'est ça? Une correction d'erreur. Madame la Ministre, qui est pour? Qui est contre? Attendez, Monsieur Courteau, excusez-moi. Pour la correction d'erreur, vous voulez la parole? J'aurais voulu poser une question à Madame la Ministre, mais enfin bon, le coup est parti, c'est pas grave. Donc, on continue le vote là-dessus, et puis ensuite, on va essayer de... Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Il est adopté, pardon. Le 130 rectifié. C'est Monsieur Husson qui le défend? Madame Navarre? Il est défendu. Monsieur le rapporteur, votre avis? Défavorable. Madame la Ministre, défavorable? Il est retiré. Le 24 rectifié, qui le défend? Il n'est pas défendu, personne n'est là. Article 9. Sur l'ensemble de l'article 9. Pardon? Président, j'ai le droit de le reprendre. Oui, si vous voulez. C'est un avis favorable puisque c'est une précision qui m'apparaît bienvenue. Madame la Ministre, favorable aussi. Merci. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. On vote sur l'article 9. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 9 est adopté. Voilà pour la discussion autour de cet article sur les tarifs régulés. Le projet de loi climat et énergie a été adopté par le Sénat après modification. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir sur publicsénat.fr. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.